accompagné la plupart du temps d'un animaliste ou d'une animaliste convaincue. On m'accole à une végane ou une animaliste, et puis je suis un peu le mauvais coucheur qui dit bah non, on n'est pas des animaux. Et puis l'animaliste dit bah si, quand même, la frontière s'efface, les propres de l'homme sont une vieille chose dont on ne veut plus entendre parler. Et depuis quelques années, à chaque fois, dans ce type de conférence, je m'aperçois, non sans étonnement, que la thèse continuiste de mon acolyte animaliste recueille un véritable succès, et que moi, disant mais non, la différence reste radicale, je recueille un assentiment poli, pour le dire de cette manière. Nous partageons 98,4% de nos gènes avec les chimpanzés. C'est une phrase qui revient en permanence, qui consiste à dire regardez, nous sommes presque les mêmes. Il y a 1,6% de gènes qui nous distinguent du chimpanzé. La différence est minime. Mais ce qui est sous-entendu dans ce type de phrase qu'on retrouve en permanence, c'est à l'entrée des articles qui disent que la frontière s'efface, cette phrase qu'on retrouve en permanence, en réalité, suppose tout simplement que la génétique est l'essentiel d'une vie humaine. Or, ce qui est au fondement, je pense, ce qui est au fondement de cette vision, au fond, assez malheureuse et assez déflationniste et assez pauvre de la politique, je pense, au fond, c'est l'idée que nous sommes fondamentalement, avant d'être des vivants parlants, des vivants politiques, des vivants qui instaurent du commun, avant d'être tout cela, nous sommes des vivants vivants, de simples vivants, sensibles à ce qui est bon ou mauvais pour eux, et ne voulant surtout pas être atteints ou offensés par les autres. Ce qui est au fondement, en quelque sorte, de cette pauvre politique, c'est la vie, la vie simplement vivante, et qui oublie que nous sommes aussi des vivants parlants et pouvant parler pour les autres, à propos des autres, nous engager dans des projets communs, etc., etc. Parce qu'on raisonne assez grossièrement quand on raisonne substantiellement ou métaphysiquement. On raisonne plus finement quand on interroge les comportements, le sens des comportements, et là, on peut apercevoir fonctionnellement une différence radicale entre l'homme et l'animal, à travers le langage en particulier, à travers le fait que nos comportements obéissent à des règles, s'insèrent dans des institutions. Tout l'univers de la culture, dans lequel on trouve langage, institutions, règles, configure des comportements très, très, très différents de ce qu'on trouve chez l'animal. Au fond, moi, ce que je perçois d'assez préoccupant et qui m'a toujours gêné, c'est une forme de démission épistémique, morale ou même antimétaphysique. Sur au fond, les choses se font assez mécaniquement. Le cerveau, le gène, nos ancêtres chimpanzés, c'est l'essentiel de notre humanité. L'humanité n'est pas quelque chose que nous faisons lorsque nous parlons, lorsque nous instituons, lorsque nous décidons d'obéir ou non à une règle. Les animaux sauvages qui s'entretuent, c'est le cauchemar de l'animaliste. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité qu'il veut la plus large possible, et évidemment, il ne peut pas tout. Et donc, s'il libère, par exemple, s'il ouvre les cages et qu'il libère les animaux, ces animaux vont se faire manger très rapidement. Et d'une certaine manière, quand il plaide pour la sentience, pour la sensibilité au bien et au mal, enfin à la souffrance et au plaisir, quand il plaide pour la sentience, il s'aperçoit vite que la sentience a ses limites dans un monde naturel où on s'entretue et où il y a une chaîne alimentaire qui fait que c'est comme ça. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que l'éthique animale est souvent en totale contradiction et en grand conflit avec l'éthique environnementale. Ce n'est pas les mêmes. La sensibilité écologiste, ce n'est pas la même que la sensibilité animaliste. La sensibilité écologiste, elle s'attache à des espèces animales ou végétales. La sensibilité animaliste a des sensibilités individuelles.